1, 2, 1, 2, test, c'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue, je vous remercie d'être là. Il y a encore des arrivées. En attendant, tous les devs, est-ce que vous pouvez lever votre main pour que je sache un peu qui y a ici? Il y a pas mal de devs, c'est cool. Bon, c'est suffisant comme question finalement. Lève la main ceux qui ont un syndrome de stress post-traumatique si je dis le mot transformation agile. Ah, il n'y en a pas tant que ça, je suis déçue. Maintenant, une autre question. Qui a le syndrome de stress post-traumatique si je dis transformation craft? Une main quand même. Ça marche. Alors, j'ai besoin de savoir si je commence ou pas. C'est bon? Ok, super. Donc, bienvenue, Agilité, Craft Machine et Cargo Cult. Quel est le lien? Donc, je vous ai déjà posé un peu des questions sur vous. Je vais un tout petit peu parler de moi. Donc, ça fait bientôt 2 ans, plus de 2 ans que je suis chez Hippon Technologies à Lyon en tant que Scrum Master et coach. Et en tant que Scrum Master, j'ai eu plusieurs fois un événement qui est arrivé pendant une revue de produit. Pendant une revue de produit, on montre souvent finalement le front, le produit final tel qu'on le veut. Mais de temps en temps, j'essaye d'insuffler un petit peu de transparence, un petit peu de pédagogie, un petit peu de communication sur aussi ce qui se passe derrière le front, le fonctionnement général finalement d'un produit logiciel. Et j'ai eu plusieurs fois des petites claques par le client en me disant « Ah Elisabeth, écoute, la revue de produit c'est bien, mais par contre quand on parle tech, moi je comprends rien, ça m'intéresse pas, c'est pas mon travail, c'est le travail des devs, et donc par conséquence, je ne veux pas voir d'explication de comment ça se passe derrière. » Alors, pour moi, c'était une surprise. C'est une petite claque culturelle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'avant d'être dans l'informatique, j'étais dans la mécanique. J'étais dans un environnement qui n'en avait rien à voir. J'étais ingénieur industrialisation. Donc, je m'occupais de déployer des lignes de production de pièces mécaniques, c'est-à-dire des machines d'usinage, notamment pour l'automobile. Par exemple, on usinait des pièces d'engrenage au micron pour des boîtes de vitesse. Et quand on usine ce genre de pièces, évidemment qu'on regarde la pièce terminée, parce que la pièce terminée, il faut qu'elle soit parfaite pour ne pas créer d'accident dans une voiture. Néanmoins, tous les rôles, tech ou pas tech, doivent savoir comment fonctionne également la machine qui fabrique cette pièce. Et si, même si vous êtes dans la chefferie de projet, vous affichez de l'ignorance sur comment la même machine fabrique cette pièce, on vous recadre. Donc il y a une différence vraiment culturelle où j'arrive dans l'informatique où je vois que nous sommes plutôt incités à diviser les rôles. Donc les techs, ils font de la tech, et moi, en tant que business owner, product manager ou product owner, de temps en temps je pose des questions, mais finalement pas tant que ça. Mais tout d'abord, donc là c'était une petite anecdote. Donc pour continuer, je vous propose de ne pas parler ni d'agile ni de craft. Connaissez-vous Standish Group? C'est les créateurs du fameux Chaos Report. Ils ont fait une petite investigation sur 4 de leurs applications en interne, donc des logiciels qu'ils utilisent en interne, pour voir un petit peu quels sont les logiciels qui sont fréquemment utilisés ou pas du tout. Surtout des fonctionnalités plus que des logiciels même. Qui peut me deviner quels sont les chiffres dans le carré vert et quels sont les chiffres dans le carré rouge? 45% rouge. Est-ce que ça choque quelqu'un? 25-75. Bon, je pense que vous en connaissez déjà autant, même peut-être plus que moi. Ils ont découvert que les fonctionnalités toujours utilisées ne représentent que finalement 7%. 45%, monsieur qui connaît déjà les chiffres, ou qui a bien deviné, bravo. Si on prend les fonctionnalités rarement utilisées ou jamais utilisées, on est quand même à 64%. Petit aparté technique, mon timer n'est pas parti, donc ça me, si jamais c'est possible de le faire partir. Ok, alors ça c'est Standish Group, ok, bon c'est un cas. Malheureusement, de nombreuses investigations et de nombreux constats tendent à converger vers des chiffres encore pires. On a Pendo qui a fait un petit article sympa, qui a pas mal de clients qui ont une implication typique cloud, et ils estiment un gâchis de quasiment 30 milliards de dollars parce que dans le cloud, il y a tout simplement du code pas appelé.
Si j'avais plus de temps, je vous présenterai d'autres sources qui tombent finalement sur des chiffres assez ahurissants du nombre de fonctionnalités tout simplement pas utilisées, un code pas appelé. Deuxième information qui picote un petit peu, certains essayent de regarder un petit peu le coût total d'un produit hors développement. Et malheureusement, dans pas mal d'entreprises, on constate que le développement, finalement, aussi grand soit-il, ne représente que 30% du coût total du cycle de vie du produit. Plusieurs sources aussi citent entre 50% jusqu'à 75%. Dans le pire des cas, finalement, le coût passait que à de la résolution de bugs, à de la maintenance de scalabilité, tout ce qui est en run, etc., etc., etc. Donc beaucoup aussi de dettes techniques. On peut faire un lien assez évident entre comment est-ce qu'on fait pour développer un produit qui a un minimum d'impact négatif en maintenance. Donc, où est-ce que je veux nous emmener avec ces chiffres et ces questions? Finalement, quand on regarde les chiffres, on va dire, standards de l'industrie de l'informatique, dès que nous sommes face à une production, un développement de logiciels, on a des questions qu'on doit se poser en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Comment est-ce qu'on le développe? Et finalement, comment est-ce que ça va vivre derrière? L'effet pas trop sympa évoqué nous présente un risque, donc tu as vraiment beaucoup de chances de te louper. Et finalement, tu as beaucoup de chances, malheureusement, si on regarde les statistiques, on va dire générales, de finalement mal produire ton produit. Et ça, c'est pas cool. Donc comment on fait pour anticiper, maîtriser, au moins prendre conscience de ces risques-là dans nos projets, dans le développement de nos produits? Donc en fait, on sait déjà, et vous savez déjà qu'il y a une multitude de choses, de bonnes pratiques, de bonnes approches, de trucs sympas à faire pour éviter de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et si on fait un truc, on essaie de le faire bien. Si je gomme toute cette liste innombrable de bonnes choses, on peut dire qu'il y a deux concepts qui reviennent habituellement. C'est l'agilité, qui, normalement, nous aide à nous poser des questions, les bonnes questions, afin de converger vers qu'est-ce qu'on fait vraiment et comment on réduit le risque de ne pas faire quelque chose, finalement, dont on n'a pas besoin. Le craftsmanship, lui, va nous inviter fortement à se poser la question de, une fois qu'on a trouvé ce dont on va faire, finalement, comment on va faire ça bien? Et les deux sont absolument complémentaires, et il n'y en a pas un qui commence beaucoup plus tôt ou qui finit beaucoup plus tard que l'autre. Donc ils sont vraiment complémentaires. Et c'est qu'à partir de là, on peut parler de Gilles, ce fameux Gilles, sa méthode, et le craft. Je pense qu'il est extrêmement important de rappeler le b.a.-ba. Le craftsmanship, donc l'artisanat du logiciel, et ce qu'on appelle l'agilité, avant tout, c'est un état d'esprit, finalement, c'est une mentalité. C'est une mentalité, pourquoi? Parce que c'est défini par des valeurs. Il y en a 4 qui sont bien définies, qui ont été créées par des développeurs pour travailler dans de meilleures conditions. Pour que ce soit un petit peu plus pratique, on décline ces valeurs en principes. Et finalement, qu'à partir de là, on peut avoir une manifestation dans le monde réel, dans le monde un peu palpable, d'une infinité de bonnes pratiques et d'approches. Et si on s'amuse à avoir un lien cohérent, logique, entre, par exemple, deux pratiques, c'est là qu'on va tendre à construire un framework, un cadre de travail qui est cohérent. Et en fait, il y en a également une infinité. Là, j'ai mis des petits exemples connus, on va dire, de tous. Valeurs agiles. Alors commençons par revoir le b.a.-ba, parce que c'est censé être le b.a.-ba, c'est censé être un petit peu, finalement, boring, un peu chiant, mais quand on regarde, qui connaît par cœur les 4 valeurs agiles? Qui connaît par cœur les 4 valeurs craft? Ah, il y en a quand même. Bon, ça, c'est un peu plus répandu maintenant. Alors, avant de les voir, je vous propose de revoir ces valeurs-là. Il y a une chose très importante qu'on tend à oublier. Les processus, les outils, la documentation exhaustive, le suivi d'un plan figé, il faut comprendre que ça, c'est notre héritage culturel industriel. Ça veut dire que toutes les plus grandes entreprises de France, d'Europe, finalement, ont bâti leur richesse et leur force, leur puissance sur ces piliers-là. Et ça, on le tend un petit peu oublié, donc je laisse un petit moment de silence pour intégrer ça.
Maintenant, la plupart aussi des business et des entreprises doivent s'adapter, plus les développeurs qui, en 2001, commencent à se dire, bon, finalement, on doit quand même un petit peu s'adapter au changement parce qu'on a de la techno qu'on ne connaît pas, etc. Le marché évolue, c'est complexe. Ça donne suite à une suite de nouvelles valeurs, la collaboration client, des logiciels opérationnels et l'interaction qui doit être plus importante que les process. OK. Quelques années plus tard, tout en exploitant, en essayant en tout cas de déployer ces valeurs-là, quasiment les mêmes développeurs se sont dit, bon, en fait, finalement, on va affiner ces valeurs. Ce n'est pas suffisant pour travailler. Nous, développeurs, dans le monde de l'informatique, ce n'est pas suffisant, il nous faut aussi autre chose. Donc les individus, les interactions, oui, c'est bien, mais surtout, mais aussi une communauté de professionnels. On va mettre l'accent sur l'échange, le mentoring, l'amélioration de ses compétences individuelles et les compétences de la communauté. Les logiciels opérationnels, c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi des logiciels bien conçus. On parle de tests automatisés, on parle du langage business dans le code, etc., etc., etc. La collaboration, oui, mais aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Il faut des partenariats productifs. Les devs ne doivent pas être que des exécutants d'une vision produit. Et l'adaptation au changement, ça ne sert à rien si jamais on n'ajoute pas de valeur dans ce changement. Maintenant qu'on a remis les bases en rappelant que l'agilité et le craft, finalement, c'est une culture des valeurs, c'est là où je vais vous parler du cargo culte. Alors, qu'est-ce que le cargo culte ? Je vais lancer une petite vidéo. Alors, si je fais ça, est-ce que ça marche ? During World War II, American troops created air bases on remote Pacific islands. To natives who had never witnessed advanced technology, the sight of giant metal birds touching down looked to them as if the gods themselves had turned the Earth into a planetary pit stop. They would see these big planes land, and it was all technology that just out of the sky. They didn't know how these things worked, but they could see them land. And what they liked about it was they were getting free stuff. They were getting cargo. Suddenly, when the war was over, all these airstrips were abandoned and everyone left. And the islanders scratched their heads and they all said to themselves, wow, wasn't it great when all these planes came out of the sky and gave us free cans of corned beef and stuff? We really liked that cargo. Entire religions sprung up from this, where priests actually said, yes, you know, that was our dead ancestors sending us cargo. So what they did then was they began going to the old airstrips and they would build mock wooden airplanes to try and get those planes to come back from the sky and deliver the cans of corned beef to them again. Quelqu'un peut-il me faire un petit résumé de ce qu'il vient de voir ? Surtout si vous ne connaissiez pas. Parfait. C'est une petite histoire, du coup réelle, qui est intéressante, qu'on reprend souvent pour décrire grosso modo 3 choses. On imite un comportement, comme tu l'as dit, on ne s'intéresse pas vraiment au fonctionnement, invisible, et on espère d'avoir les mêmes résultats. Ici, on a un monsieur, il veut aller vite. Il a vu visuellement, il a regardé à l'extérieur, il s'est dit, les voitures qui vont vite, elles sont rouges, elles ont un petit logo jaune avec un petit cheval noir dedans. Je vais faire pareil. Du coup, forcément, là, c'est très trivial. On comprend évidemment que non seulement il ne va pas aller vite, mais en plus, il va aller même plus lentement, il va avoir un accident beaucoup plus vite. Parce que forcément, il va se créer des angles morts, etc. L'iceberg, le cargo culte, pour moi, c'est 2 images qui reviennent souvent et qui se ressemblent énormément. Donc, si on s'arrête à tout ce qui est visible, les outils, les rôles, les événements, les étiquettes, les noms, les fameux post-it, on est dans le cas de monsieur avec sa fausse Ferrari. Par contre, si on s'intéresse aux lois culturelles, aux valeurs, à la logique qui les anime, là, on va s'intéresser plus au moteur. Donc, comment est-ce que ça se manifeste ? Prenons tout d'abord le culte du cargo organisationnel. Ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui ont un syndrome de stress post-traumatique, doivent le connaître. C'est assez finalement simple, c'est assez connu finalement. On a un daily, oui, mais le daily, en fait, il y a 5 managers et 2 devs.
Ça ne correspond pas vraiment aux valeurs de partage, de mettre le dev au cœur du process, etc. On est super adaptatif, on s'adapte, on est itératif. En fait, quand tu dis ça, tu veux peut-être dire qu'il y a 10 personnes qui modifient une maquette Figma sans en avertir les devs, et les devs, finalement, ils n'ont rien à voir avec ça. Et donc, cet incessant changement, tu appelles ça l'adaptation. Cargo cult. On a une approche produit. Vous avez une approche projet, vous avez appelé vos chefs de projet PO, et vous avez toujours une seule équipe de dev, et les objectifs de chaque PO divergent, et donc, voilà, c'est pas ça. On a des backlogs, on a une petite équipe, on est super bien organisé. En fait, quand tu creuses, tu as un backlog back, tu as un backlog front, tu as un backlog QA. On est un peu loin de l'idée de l'équipe cross-fonctionnelle. Cargo cult technique. Un peu moins évident, surtout pour les rôles non techniques. On a une archi hexagonale. Des fois, on regarde un petit peu vite fait le code, on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble à une archi hexagonale, et au final, c'est pas si bien implémenté que ça. Il y a peut-être dans l'infra, dans le domaine, il y a des archis entières déguisées. Finalement, peut-être fallait s'abstenir, même si l'archi hexagonale, à la base, c'est quand même pas trop mal. On fait du TDD. Alors, sans expliquer c'est quoi, on fait finalement beaucoup de tests. On ne fait pas de refacto, on le fait avant implémenter. Finalement, on s'éloigne un petit peu de la valeur première recherchée. On fait du DDD. Alors, il y a 5 développeurs qui ont 5 définitions du DDD différents. Et au final, peut-être qu'on va utiliser le même terme pour définir des choses complètement différentes, comme user pour un prospect et un client à la fois. Ouais, c'est bon, c'est pareil, on est drivé métier. Et on fait de la revue de code à plusieurs, sauf que la revue de code, ce que tu appelles la revue de code, c'est peut-être que tu as un process de merge request qui implique 4 approuves, et voilà. Et il n'y a pas de pair prog, évidemment, en avant. Donc, ça, c'est un petit peu jugeant, ces 2 slides. Le problème, en réalité, c'est pas ne pas être agile ou ne pas être craft. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'appliquer des titres, des rôles ou des outils ou des comportements juste parce qu'il y a l'étiquette agile ou juste parce qu'il y a l'étiquette craft. C'est pire que de juste ne pas le faire ou ne pas appliquer. Donc, l'autre problème, encore une fois, c'est pas ne pas être agile ou ne pas être craft. C'est finalement appliquer un outil sans porter attention aux valeurs et à la logique qui est derrière, tout en soyant étant convaincu que effectivement je fais un truc agile ou je fais un truc craft. Donc dès qu'il y aura un échec ou de la difficulté, on va attaquer le processus, les outils en disant c'est pas ouf, c'est un peu de la merde, on va arrêter. Et je vais chercher un autre outil, une autre méthode, une autre approche ou une autre méthode croyance à la mode. Et en fait, finalement, on va rentrer dans un cercle vicieux. On ne va pas pouvoir appliquer une approche pragmatique, avant tout. On est dans le cargo cult, donc le culte finalement de l'outil, sans même s'en rendre compte. Donc pour sortir de ce schéma qui reste que dans le sommet de l'iceberg, ce qu'il faut viser, c'est dès qu'on a un échec ou une difficulté, en fait, il faut faire de l'amélioration continue dessus. Pourquoi on a de la difficulté, etc. Encore une fois, oublions l'agilité, oublions le craft, visons les problèmes et le contexte pragmatique en face de soi. Donc, comment éviter de rester au sommet de l'iceberg? Chillax, chill, relax. Encore une fois, faire de l'agilité ou être agile, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une finalité en soi, ça ne doit pas l'être. Tout comme le craftsmanship, ce sont des valeurs. Et il y a une infinité de pratiques. Donc ça n'a plus de sens de dire on est, oui ou non, ceci ou cela. Je me répète, cibler le contexte, cibler le problème, puiser de la ressource et de l'inspiration dans les valeurs, puiser de la ressource et de l'inspiration dans toutes les bonnes pratiques qu'il y a, c'est intéressant, mais vous êtes l'ingénieur qui va devoir trouver l'ingéniosité de comment trouver la bonne pratique, la bonne approche adaptée à votre problème. La création de valeur aussi est beaucoup dans cette démarche-là, plutôt que d'appliquer 1000 milliards de bonnes pratiques. Alors, je fais un talk et je fais référence à un talk de Julien Toptu, si je prononce bien son nom, qui explique très très bien le phénomène finalement du rejet, un peu de l'agilité, mais aussi maintenant du rejet un peu du craft. Donc il y a un autre point commun entre l'agilité et le craft qui est un peu plus triste aujourd'hui.
c'est que quand les développeurs en 2001 ont créé les valeurs de l'agilité, il y a eu un engouement qui est assez fort, et il y a eu une longue série de transformations agiles qui ont échoué assez lourdement. Pour remédier un petit peu de ce chaos, quasiment les mêmes développeurs en 2009 ont recréé donc les valeurs craft et ont impulsé un petit changement qui est positif. Et maintenant, finalement, ces mêmes crafters se retrouvent face à du rejet ou face à des difficultés et encore une fois des schémas de résistance. Donc aujourd'hui, on a petit à petit des symptômes, malheureusement, qui sont complètement similaires aux mauvais symptômes, disons, de la mauvaise application de l'approche agile. Et c'est un petit peu triste. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on peut prendre exemple sur ce qui s'est passé avec l'agilité et peut-être essayer de remédier en corrigeant quelques erreurs. Alors, conclusion. Il me reste 3 minutes, ça va. Ma presse, elle est linéaire, simple, c'est un petit quickie de 20 minutes. Quand on va tous quitter cette conférence et cette journée de conférence, on va retourner dans nos missions et de nos métiers, et la vie va ressembler un petit peu à ce qui est en bas. Donc si j'avais le souhait que vous reteniez qu'une seule slide à cette présentation, c'est celle-là. Unir la vision métier et technique. Donc si vous êtes PO, pas PO, chef de projet, manager, n'importe quoi, mais pas tech, je vous invite à poser un peu plus de questions et à vous intéresser beaucoup plus sur l'impact finalement stratégique qu'a la technicité, la façon dont votre produit est construit. Donc les développeurs sont là pour vous expliquer comment ça marche et quelle est la meilleure stratégie à adopter. Mais ne mettez pas un mur de briques entre vision produit et finalement comment est-ce qu'on va faire ce produit. Également, tous les rôles tech, dev, pas dev, tous ceux qui ont la connaissance, je vous invite à être un peu plus pédagogue, un petit peu plus parler un tout petit peu de temps en temps langage métier pour qu'on puisse comprendre l'impact business finalement et la tournure que le produit va prendre. Parce que finalement, que ce soit dans l'agilité holocraft ou même sans parler d'agilité holocraft, il y a toujours énormément de valeur à ce que l'équipe métier plus tech soit petite, réduite et qu'on travaille ensemble et que le développeur ne soit pas un exécutant d'une vision roadmap métier pure. Et je vous remercie pour votre écoute. Petit takeaway, me prendre en photo, je ne vais pas le commenter. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Pardon, quelqu'un ? Alors, j'ai 2 mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est pourquoi il y a des silos, quel est le but commun qui pourrait unir le groupe, et réduction du groupe. Il y a quand même quelques théories qui font leurs preuves, c'est que si vous avez 1 milliard d'intervenants, ça ne va pas être possible. Il faut que le groupe soit petit. Et la clé, encore une fois, c'est que le groupe qui a le problème de communication ressente cela comme étant un problème. Si le groupe ne ressent pas ça comme étant un problème, c'est compliqué de mettre des solutions en face d'un problème inexistant. Est-ce que c'est clair ? Enfin, c'est bon, merci. Ah, je pense qu'il y a un monsieur qui a levé la main, en tout cas je l'ai vu. Vas-y. Ah. Bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Le culte du cargo est aussi très employé dans le code quand tu copies-colles un code sans comprendre son fonctionnement par ailleurs. Donc là, je l'ai utilisé juste pour la culture. Merci beaucoup.
Bah, je te confirme cette expérience parce que, encore une fois, j'ai mes racines très techniques, très mécaniques, avec des ingénieurs vraiment qui normalement sont d'un pragmatisme incroyable. Et en fait, tout tend à converger pour dire que c'est justement, en fait, les techniques, c'est pas vraiment un problème pour notre civilisation. C'est, encore une fois, 80% des problèmes sont généralement d'ordre politique, humain et émotionnel. Et les croyances, pourquoi la culture et les valeurs, c'est pas juste pour faire joli et pour faire un peu bisounours, c'est mignon, on est des humains. C'est parce qu'il y a une réelle relation de cause à conséquence entre comment est-ce qu'on travaille ensemble et en fait les croyances. Les croyances, c'est le peer review, c'est pas bien, parce qu'on perd du temps, parce qu'il y a deux devs qui travaillent ensemble. Voilà, moi je l'ai déjà entendu. Donc ça, c'est vraiment une forte croyance qui dit non, on n'est pas efficace si deux devs ensemble font du pair programming. Par exemple, donc c'est vraiment une réelle croyance humaine qui finalement va modeler de façon très technique l'organisation et la manière de travailler. Madame ? Complètement. Et c'est pour ça que j'avais insisté sur les valeurs, les premières valeurs. Il faut faire attention parce que une structure qui existe depuis longtemps, sur des valeurs qui ont fait le succès de cette même structure, si on vient tout casser en disant ouais, en fait, ce que vous faites, c'est pas cool parce que vous faites pas du TDD, vous faites pas des délits, c'est dangereux. C'est aussi dangereux parce que c'est pas vraiment la bonne approche si on veut viser quelque chose d'efficace. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question finalement, c'est quoi le problème à régler ? C'est pas quelle est la transfo qu'on veut, c'est quoi le problème qu'on veut régler, et surtout, de préférence, dans l'immédiat. Oui ? Ouais. Ouais. C'est une très bonne question. Je te dis tout de suite, je ne vais pas avoir le... Ah, il y a quelqu'un qui veut te répondre, je crois. Vas-y. C'est un chantier, hein. C'est un chantier assez phénoménal. Hein. Il y a souvent un plafond de verre qui est difficilement perçable si effectivement le système est rigide. Ouais. Oui, c'est ça. Et il y a une autre conférence que j'aime bien donner où je parle de agiliser sans parler agile. Encore une fois, quelque chose en commun avec le craft, c'est-à-dire qu'au final, on vient à un point où les mots sont tellement galvaudés, déformés, avec une lourdeur de contexte,
Qu'au finalement, on commence à dire, bon, ok, on va faire des trucs, c'est pas grave, c'est pas agile, c'est juste un brainstorming, on va juste réfléchir. Dans un sens, effectivement, bah, malheureusement, ça fonctionne mieux. Ou heureusement, je sais pas. Mais je confirme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres remarques ou des envies de partager quelque chose? Bon. Merci en tout cas, j'ai vraiment apprécié votre dialogue, ça m'a fait plaisir. Merci pour votre présence et votre écoute, et je vais vous laisser aller manger. Merci.